Jean-Luc Mélenchon, concernant Robespierre, vous avez écrit « J'ai un rapport critique avec Robespierre, mais j'ai de l'admiration pour lui ». Alors, qu'est-ce que vous critiquez et qu'est-ce que vous admirez? Bon, d'abord, le royaume a été mis cul par-dessus tête. Bon, c'est normal. Toutes les institutions féodales ont été renversées d'un coup. Tous les anciens privilèges, et de toute façon, ce n'est même pas une volonté d'en haut. C'est que les gens sont allés directement dans les châteaux, ramasser les documents, les foutre au feu, et abolir les privilèges des féodaux qui, finalement, ont renoncé à quelque chose qu'ils n'exerçaient déjà plus vraiment. Donc il fallait construire l'État, mais personne n'avait vraiment idée de par quel bout commencer. D'autant que nous avons été quasi aussitôt envahis et trahis. Donc envahis par l'ennemi, prussiens, autrichiens, c'est toujours les mêmes qui repassent la frontière, et trahis de l'intérieur par la Vendée chouane, qui allait attendre sur les plages que les Anglais arrivent. Donc dans ces circonstances, les gens qui sont acteurs sont en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Nous on voit ça avec le recul, on le voit dans le rétroviseur. Regardez devant, personne n'avait jamais fait ça. Prendre un roi, le virer. D'ailleurs ils ne veulent pas au début, même Robespierre. Le roi s'enfuit et l'Assemblée invente une histoire, que c'est pas de sa faute. Enfin bon, c'est contraint et forcé. Et à la fin, nous sommes sauvés par un événement hors du commun qui est la bataille de Valmy, qui sur le plan militaire est une absurdité, puisque l'ennemi se trouve du côté de Paris et que c'est nous qui sommes dans l'autre sens, sur la colline de Valmy. Heureusement, ils avaient la dysenterie. Les paysans, tout le long, depuis l'est de la France, leur ont jeté des cailloux, ont essayé de les affamer. Ça, c'est un moment qui est mal connu. C'est l'appui de toutes les populations de l'est de la France, qui sont français patriotes, qui accablent l'armée d'invasion, tout le long. Et les autres sont malades, restent une journée entière sous la flotte. La canonnade dure toute la journée. Ce qui est inouï, c'est que des paysans aient résisté à un truc pareil, parce que ça dure 6 heures. Bon, alors, ça paraît facile à dire, mais aller passer 6 heures sous une pluie d'obus, sans bouger. Et, on a fait ça une deuxième fois à Verdun. Mais Robespierre, dans ces événements, a une grande lucidité. Ce sont les Girondins qui veulent la guerre. Parce que beaucoup se disent, si c'est la guerre, on va la perdre. C'est une telle pagaille, les officiers sont des nobles, l'armée, bon, ils ne savent pas se battre, la levée en masse, bon, ils disent, on va la perdre, on va négocier, puis tout ça, on va trouver un point d'équilibre. Robespierre comprend que si on entre en guerre, elle va être longue, cruelle, dévastatrice. Donc il est contre la guerre. Ça se dit peu, il est contre. Parce qu'il pense que la guerre, 1, va coûter cher au pays, et 2, finira par un militaire. Parce que c'est normal, il le dit d'ailleurs. Vous commencez, vous êtes en guerre, alors vous êtes généraux vainqueurs, et après toute la suite de l'histoire de la Révolution, ça va être une espèce de fascination, comme aujourd'hui avec les sondages, vous voyez. Alors lequel c'est? Est-ce que c'est le général Hoche? Est-ce que c'est le général ceci? Est-ce que c'est Lafayette? Bon, Lafayette est un traître. Il n'y a pas longtemps, il était question d'aller le mettre au Panthéon. C'est une horreur, ce type est parti avec tout son état-major à l'ennemi. Ce serait la première fois qu'on mettrait au Panthéon quelqu'un qui est passé à l'ennemi. Donc c'est comme ça, Lafayette a d'autres grands moments, mais ce type-là n'entrera jamais au Panthéon, on ira nous-mêmes le sortir de là. Bon. Donc le moment est terrible. Et vous avez cet homme qui n'est pas préparé à ça, c'est un avocat de province. Quelqu'un dit de lui, il est la déclaration des droits de l'homme ambulante. C'est-à-dire qu'il se réfère tout le temps à un cadre doctrinal, la déclaration des droits de l'homme. Évidemment, on le juge superficiellement aujourd'hui, mais lui juge de tout à partir de ça. Et des réalités. C'est un homme politique extrêmement pragmatique. Par exemple, le culte de l'être suprême, qui a fait ricaner, car ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Assemblée était dominée par les anticléricaux. Les seuls moments où il y a des rires dans la salle, c'est quand un élu prêtre invoque Dieu devant l'Assemblée. Alors c'est des éclats de rire, des gens qui lui disent « s'il vous plaît, allez raconter vos sornettes ailleurs ». Enfin, le principe politique le plus courant de ces assemblées, c'est l'anticléricalisme. Le reste est venu après. Tout ça a été très bien analysé. Ces gens-là ne sont pas des fanatiques. Ils essayent de régler des problèmes que personne n'a réglés avant eux. Et Robespierre incarne cette forme d'intelligence. Après, le comité de salut public, la terreur et la grande terreur ne sont pas son œuvre. C'est une décision collective de gens qui pensent que c'est comme ça qu'ils vont régler le problème. Mais il ne s'y oppose pas, lui. Bien sûr que non. Mais c'eût été absurde de s'y opposer. Parce que nous sommes en guerre, parce que c'est la révolution. Le tribunal révolutionnaire, par exemple, peu de gens savent que c'est Danton qui l'invente. Et pourquoi? Il faut rendre justice à chacun. Moi, je ne suis pas du tout dantoniste, mais pourquoi Danton fait-il ça? Parce qu'il y a eu les massacres du 2 septembre, c'est-à-dire qu'une nuit,
sous la menace de l'envahisseur a dit, ah ben, si vous continuez comme ça à embêter le roi, vous allez voir ce qui va vous arriver. Les gens répliquent, pouf, ils vont attraper tous les royalistes dans les prisons, et c'est un massacre gigantesque. Mais il n'y avait pas que les royalistes dans les prisons. Oui, tout le monde. Ils sont allés ensuite dans les hôpitaux tuer les malheureux malades mentaux. Ils ont tué les femmes prostituées qui étaient dans un... C'est abominable. Michelet ne sait plus quoi dire sur le sujet. Alors il dit, bah, les gens se sont dit, allez tiens, on fait une grande tuerie, puis après, pouf, ça y est, on aura tout réglé. Comme toujours. Hein. L'action de masse populaire peut donner le meilleur ou le pire. Et c'est pour ça qu'on invente le tribunal révolutionnaire. Et pendant la moitié de son existence, le tribunal révolutionnaire va renvoyer davantage de gens chez eux qu'il n'en envoie à l'échafaud. L'homme qui fait les listes, c'est Vadier, le président du comité de sûreté générale, qui n'a jamais accepté l'autorité du comité de salut public. Vadier n'arrête pas d'emmerder Robespierre. Vadier lui invente le complot d'une folle qui s'appelle... la mère de Dieu, elle s'appelait. Hein. Alors voilà, la mère de Dieu a proclamé que Robespierre était fils de Dieu, se fout de sa gueule, le pauvre Robespierre, on ne peut plus. Moi, je suis bien placé pour savoir que l'acide passe toujours sous l'armure. Donc Robespierre est un homme psychologiquement atteint en profondeur. Quand il s'en va 3 semaines, il en a marre que tout le monde le mette en cause sans arrêt, il pense qu'il se dévoue pour le bien public. Il développe une forme de paranoïa qui est liée à, non pas à la politique, mais à l'agression personnelle qui se fait contre lui. Et elle ne vient pas des royalistes, elle vient des autres révolutionnaires, et surtout des enragés, des exagérés, comme Vadier et combien d'autres. Donc ces gens ont des listes de noms de gens, et entre 3h et 5h du matin, ils confirment. Parce qu'ils ont tous été condamnés, mais il faut que ça soit confirmé. Donc ils confirment par paquet des gens. Ils sont 12, pas 1, 12. Et les enragés sont là aussi. Donc Robespierre, Saint-Just et Couthon forment les 3 un parti politique, en quelque sorte, sur 12. Si bien que son intelligence politique va être prise à défaut par son épuisement. Voilà ma thèse, moi. Alors ce que je critique dans Robespierre, bon, moi non plus, l'être suprême, ça m'a jamais trop parlé. Ce truc, je me marre quand je lis Collot d'Herbois qui dit que le citoyen Robespierre nous parle de ce qu'il veut, sauf de l'être suprême dont nos oreilles sont rebattues. Bon, il a un côté grandiloquent, qui a un style, mais ce sont des reproches subalternes par rapport à sa clairvoyance, notamment sur toutes les lois sociales, où il comprend la nécessité de s'appuyer sur la sans-culotterie parisienne. Bon, après, je considère que c'est une erreur d'avoir liquidé la gauche des enragés. Bon, parce qu'après, il s'est retrouvé tout seul. Et les autres l'ont nettoyé. Ensuite, il y a l'abomination. C'est que ceux qui vont monter le complot de Thermidor sont les gens que lui a l'intention de chasser du pouvoir, parce que ce sont des violents et des fous. Vous avez là-dedans Carrier, un espèce d'énergumène qui noyait les prêtres dans la Loire, et qui dit « Ah, quel torrent révolutionnaire que la Loire !» Vous avez Fouché, qui est un personnage malsain, qui a inventé la destruction de Lyon. Il a décidé de raser Lyon, et qui faisait tirer au canon sur les insurgés, qui n'étaient d'ailleurs pas que des royalistes, il y avait des gens qui n'en pouvaient plus de sa bêtise. Et combien d'autres, celui qui est en Alsace, qui se trimbalait avec une énorme berline, dont le nom m'échappe à cet instant, et qui allait de village en village avec la guillotine en libérant les bonnes sœurs des couvents. C'est une espèce d'orgie dionysiaque qui traversait l'Alsace. Quand il arrive à Strasbourg, il ouvre la porte de sa grosse berline, en bas il y avait Saint-Just qui l'a foutu au pilori, séance tenante. Hein. Donc c'est ces gens-là que combat Robespierre, parce qu'il a le sentiment qu'ils sont fous et qu'ils vont rendre enragée toute la population du pays, ce qui d'ailleurs s'est produit. Et cet homme va trimballer ensuite la mémoire, on l'a rendu responsable des folies de tous ces gens-là. Et j'explique le dernier jour par son épuisement. La nuit précédente, ils se sont couchés à 5h du matin. Ils ont signé jusqu'à 5h du matin. Saint-Just est repéré comme étant à cheval à 10h. La séance a lieu à 11h. Donc dans le meilleur des cas, Saint-Just, qui est très jeune, a dormi 3h ou 4h. Robespierre, de même. D'accord ? Et c'est Saint-Just qui lit le rapport. Un truc fumeux, les phrases interminables. Et la salle se met à crier. Qui préside la séance ? Collot d'Herbois, c'est-à-dire l'extrême gauche. Ceux qui crient le plus fort dans la salle, c'est l'extrême gauche, qui crie contre Robespierre. Et Saint-Just est au milieu de son rapport. Vous savez que Saint-Just cultivait d'une manière un peu romanesque la concision, le laconisme. Hein. Il se tourne une fois vers Robespierre et lui dit « Apaise-toi, Maximilien, l'Empire appartient aux laconiques. » Enfin, il vivait dans un autre monde. Et Saint-Just, devant les hurlements qui montent de partout, plie son rapport et on n'entendra plus sa voix. Il ne dit plus rien. Je pense qu'il n'était pas là, quoi. C'était un type vidé, épuisé,
qui n'est plus en état de faire face aux événements. En plus, il a prononcé des paroles romanesques pour un jeune homme, mais qui peuvent être morbides. Il dit « Plus personne ne peut m'arracher la part d'éternité que je me suis acquise dans les événements qui blablabla. » Quant à Robespierre, c'est pas pareil. Alors il a une voix de fausset, ce pauvre homme. Il crie « Donne-moi la parole, président d'assassin !» Il se tourne vers Collot d'Herbois. « Citoyen Robespierre, retourne à ta place !» Bon, en fait, on le fait taire, quoi. Alors bon, ils sont arrêtés, séance tenante, tout ça dans une pagaille indescriptible. Il l'emmène là-bas à la conciergerie. Et quelqu'un lui dit « Mais allez, prenez le pouvoir !» Appelez les sections, etc. Et sa réponse, c'est pas est-ce qu'il y a assez de canons, qui est-ce qui va diriger la manœuvre, etc. C'est au nom de qui? Il est tellement pétri des principes républicains auxquels il adhère et de l'idée de la souveraineté du peuple, dont il a une vision quasi mystique. Hein. À la fin, c'est plus très social ce qu'il raconte. Qu'il dit, bah non, moi je ne me sens pas d'ordonner la prise du pouvoir parce que je ne représente pas le peuple, alors que jusqu'à présent, toutes ces décisions sont des décisions validées par les votes de l'Assemblée, y compris les proscriptions et les exécutions, car le comité de salut public est réélu tous les mois. Donc c'est tous les mois, les mêmes ont reconduit Robespierre dans sa fonction. Ils auraient pu dire « Ah mais ce type est fou, on n'en veut plus », ou bien et l'autre à côté pareil. Non, ils le réélisent tous les mois. Donc il s'est senti investi de l'autorité du peuple représenté par ses représentants. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et la fin va être tragique parce que c'est celle d'un homme qui ne sait plus ce qu'il est dans les événements. Alors les gros malins, eux, par contre, ils savent bien ce qu'ils sont. Ils y vont à coups de canon et à coups de trick. Barras, qui est le prince des corrompus, vient à cheval à l'hôtel de ville pour aller les ramasser. Au passage, il y a ce pauvre Couton qui est tombé de son chariot roulant, et Barras dit « Foutez-moi ça à la Seine ». Et Couton dit « Non, citoyen, je suis toujours vivant ». Et dans la salle même où est Robespierre, quelqu'un va monter, et dans notre histoire nationale, c'est merveilleux, les assassins ont toujours un nom dégueulasse, et celui qui va tirer sur Robespierre s'appelle le gendarme Merda. Hein, ça ne s'invente pas un truc pareil. De même que celui qui tue Jean Jaurès s'appelle Raoul Villain. Bon, celui qui assassine Henri III s'appelle le moine Clément. Comme preuve de clémence, on fait mieux. Hein. Voilà, notre histoire est faite comme ça. Alors, l'État républicain n'est pas né spontanément, il est né dans la douleur, et c'est très curieux de voir comment le directoire, qui a quand même une réputation épouvantable, qui a suivi, qui passe son temps lui aussi à être entre la gauche et la droite, va construire les fondamentaux mis en place par l'Assemblée. Et si on doit dire une chose drôle pour voir qui nous sommes, nous les Français, pendant que tout le monde se tape, pendant qu'il y a ces événements gigantesquissimes, où toute l'Europe est embrasée, comme l'esprit des Lumières et de la Révolution, c'est les Lumières, c'est les scientifiques, vous avez une bande de types qui est en train de calculer le méridien, et qui traverse tout le pays, pendant que tout ça a lieu, qui va calculer la méridienne. Alors, un village sur deux, on les fout au trou, parce qu'on dit qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils foutent là avec leur appareil et tout, qui sait, c'est des suspects, alors on les met en prison, alors ils ressortent leur papier, mais non, c'est le peuple qui nous envoie là, ah bon, ressortez et continuez, et on les voit comme ça pendant tout l'événement révolutionnaire, et au fond, là encore, on a une leçon à tirer de ça. Alors, de toute cette histoire que nous avons brassée, qu'est-ce qui fait écho avec la période actuelle? Déjà, considérons l'existence d'un temps long. Nous devons réapprendre le sens du temps long. Et repérer dans notre histoire, non pas des invariants, ce serait absurde, mais des événements qui font sens dans la durée, parce qu'ils correspondent à une expérience politique, c'est-à-dire un savoir accumulé. Il est impossible de vivre ensemble autrement que dans un État laïque. Pas par idéologie, c'est tout simplement parce qu'on a tout essayé de se massacrer, de se convertir de force. On a tout essayé et rien ne marche aussi bien que la laïcité, c'est-à-dire l'État séparé des églises parce que toutes se valent dans ce domaine. La société et la nation n'existent pas sans l'État, et chez nous Français, c'est la République qui crée la nation et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas une nation ethnique, au contraire des Allemands ou d'autres. Donc ce qui va nous rassembler et nous unifier, c'est l'État qui, in fine, va être notre outil commun. Ça, ce sont des grandes leçons. Ensuite, c'est la présence permanente, méconnue du peuple dans l'histoire. L'histoire n'est pas que l'histoire des grands hommes. Bien sûr qu'il faut des grands hommes. Bien sûr qu'il faut des hommes ou des femmes qui, à un moment donné, disent on fait ci, on fait ça, parce qu'ils cristallisent. Mais c'est rien sans le peuple, sans cette masse immense de gens qui changent l'histoire. Le roi ne peut pas être arrêté à Varennes si tout le long, les militaires n'avaient pas refusé de le choper, parce que Madame Mona Ozouf, qui fait l'histoire, comme elle n'est pas politique, elle ne comprend pas ça. Elle dit, mais c'est curieux, à chaque halte, ils n'étaient pas là. À une halte, ils y sont descendus de cheval, pas leur remonter dessus, s'ils ont décellé les chevaux et tout. Et quand il arrive au bout, il aurait pu passer.
Mais lui, il n'a pas le courage et l'énergie. Pourquoi il ne l'a pas? Pas seulement parce qu'il est faible. C'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il comprend que ça va mal tourner s'il essaye de passer en force. Il est à 50 mètres du point de passage possible. Et quand il revient, surprise, tout le monde est là pour le ramener à Paris. Donc le peuple est l'acteur, pas l'arrière-plan, est l'acteur de cette histoire. Et des gens cristallisent ce que le grand mouvement de l'histoire va porter. Moi, je raisonne comme ça. On ne peut pas faire de grandes choses sans le grand nombre. Ce n'est pas possible. Louis XI ne tient pas s'il n'a pas l'appui de gens qui, partout où il passe, l'approuvent, viennent lui, pas seulement parce qu'il est le roi, mais parce que les gens comprennent qu'il a soin d'eux. Et de même, Robespierre a été adulé parce qu'il était incorruptible, et que tous les autres étaient profondément incorruptibles. Donc les gens se sont dit, celui-là, bon, d'accord, il est un peu raide, hein, mais il est honnête. Il prend ses décisions pour des décisions du bien commun. Voilà ce qui fait écho. Et cette histoire longue avec ses forts principes politiques, la laïcité, c'est comme la pénicilline, c'est un remède mondial, c'est pas français. Et à voir tous ces hommes, j'ai essayé de comprendre, parce que des fois on me dit, mais comment vous faites pour vous rappeler de tout ça? Je m'y vois, j'y suis, je suis dedans. Et je dis aux gens qui lisaient l'histoire, soyez pour quelqu'un, soyez quelqu'un, et vous vous rappellerez de tout. Moi, la bataille face aux Suisses, j'y étais. D'abord, c'est pas loin de chez moi, le Jura, donc je peux vous dire comment ça se passe au bord du lac. Robespierre épuisé après une nuit de commission des résolutions, je l'ai fait. Je sais ce que c'est que de se lever bulleux, parce que vous avez passé une nuit à discuter d'ineptie, hein, et il est 9h du matin, il faut prendre des décisions, et vous ne savez plus très bien lesquelles sont les bonnes. Alors vous vous êtes douché, bon, lui, je sais pas, il a eu le temps de se doucher ou pas, hein, mais quand même, ça va pas, quoi. On ne peut pas décider fatigué, épuisé. Le général de Gaulle disait de Napoléon que si à Waterloo, avant ça, il avait pris 2 mois de vacances, il y serait encore. Hein, mais il ne les a pas pris. Donc c'est un homme épuisé qui a pris les mauvaises décisions. Donc la leçon pour l'homme ou la femme politique, c'est ayez soin de votre corps, car, comme l'a dit le philosophe, la pensée sera toujours plus que le corps pensant, mais jamais moins. Jean-Luc Mélenchon, merci de nous avoir accordé cet entretien pour les lecteurs d'Hérodote.net.